The Time Machine. Laissez-moi vous conter l'histoire d'une femme, de la Renaissance française. Une histoire hors du commun. Celle de Diane de Poitiers. Et son cœur pour un roi. Cette histoire commencera dans une salle du château de Chenonceau, où les murmures de la cour résonnent comme une douce mélodie. Ces chuchotements étaient porteurs d'intrigue et de passion, qui enflammaient la Renaissance française de cette époque. Une dénommée Diane de Brézé se démarquera par sa beauté, son éloquence et sa finesse d'esprit. Mais surtout cette duchesse de Valentinois sera plus tard connue sous le patronyme de Diane de Poitiers. Ce ne sont pas tant là ses talents de cavalière qui attireront notre attention, mais plutôt son rôle dans le destin de la France, à l'époque de François Ier. Diane, la chasseresse, pourrait-on dire, sera souvent associée à la divinité grecque, portant le même nom. Que savons-nous sur Diane? Elle serait née le 3 septembre 1499. Elle est originaire du Dauphiné. Son père, Jean de Poitiers, était au service du roi Charles VIII, dit la fable. Diane est cultivée, écrit et parle le latin, le grec, et possède des talents pour la musique. Elle a été très proche et amie d'Anne de Beaujeu, la sœur aînée de Charles VIII. Celle qui prit le nom de Madame la Grande, a exercé la régence pendant la minorité de son frère. Elle demeurera la femme la plus puissante de son temps. Cette protection et amitié durera 5 ans, jusqu'aux 19 ans de Diane. À cette époque, les grandes dames aimaient favoriser les mariages. Anne de Beaujeu veut faire de Diane une femme d'importance. En tant qu'amie, elle présentera Louis de Brézé, un homme qui a juste 37 ans de plus que Diane. C'est un vieillard édenté, mais cela ne perturbera pas Diane. Il est tout de même grand sénéchal de Normandie. Ce mariage aura donc lieu. D'aucuns pensent que dès le début de sa vie, notre Diane sportive était une experte du tir à l'arc. Cette cavalière émérite ne chassera pas que le cerf, mais un autre genre de gibier, un futur roi de France. Pour l'instant, il n'est que prince, et deuxième fils du roi François. Donc pas éligible à la couronne de France. C'est pour cela que nous pouvons parler ici d'amour sincère. Diane a 20 ans de plus que lui, et l'a vu naître. En ce qui concerne sa beauté éternelle et sa fraîcheur, elle possède un secret. Mais nous verrons cela plus tard. Au fil du temps, Diane, nommée précepteur par le roi François Ier, fut chargée d'éduquer, de dégrossir le jeune prince, en lui apprenant l'étiquette. Le temps passe, et les bonnes manières en matière de tenue sont maintenant intégrées par le jeune roi. Cependant, parfois ces leçons de maintien sont jalonnées d'une balade bucolique sur les rives de la Loire. Le prince Henri a maintenant 17 ans. Et quelques poils de barbe ornent son visage angélique. Diane, comme sous l'emprise des sens, ne pourra résister. Et cela sera leur premier baiser. Après cette montée d'hormones, ce jeune couple se promènera main dans la main, dans le parc et les jardins du château. Cette bleuette semblant devenir sérieuse, n'inquiétera pas plus que cela. Cependant en haut lieu, chez le roi, la décision de marier son jeune fils Benjamin s'imposera. D'autant plus que les finances de la cassette du roi ont été essorées par une rançon exorbitante exigée par Charles Quint pour retrouver les siens, il y a quelque temps déjà. Alors, il est grand temps de renflouer les caisses du navire France. Notre bon roi François va donc écrire à l'Italien. De l'autre côté des Alpes, la demande du roi de France est parvenue à la plus puissante famille de banquiers de Florence. Les Médicis. Ils ne sont pas nobles, mais riches. Très riches. Crésus à côté faisant figure de mendiant. La chose est débattue parmi les notables de Florence. Laurent II de Médicis a une fille, certes un peu disgracieuse, mais âgée déjà de 19 ans, et sans prétendant sérieux. Mettre un pied chez le Français, sans cesse en guerre contre l'Italie, n'est pas une mauvaise chose. Le prix convenu est raisonnable. L'affaire est donc dans le sac. Laurent II de Médicis annoncera la nouvelle à sa fille. D'apparence godiche, Catherine s'avérera être un brillant esprit, caché sous une certaine féminité compliquée. En fait, cela sera la chance de sa vie, et cela elle le sait. Il sera convenu qu'à la fin de l'été 1536, que Catherine se rendra en France, avec 3 de ses oncles. Son parrain restera en permanence à ses côtés, pour assurer la liaison avec la famille de Florence. Voici le jour du mariage avec le prince Henri arrivé. La cérémonie ne semblera pas trop affecter le prince,
car sa passion dévorante pour Diane était restée intacte. Il trouve même cela amusant. Il y a un danger quand même. Le tout maintenant sera de rester discret pour ne pas susciter de suspicion d'adultère vis-à-vis du clan Médicis. Pour Diane, cela sera un coup très fort à absorber. Dès lors, elle portera le noir dans ses tenues, comme pour assumer une sorte de deuil. Mais à son avantage, les robes noires rehausseront la blancheur parfaite de son teint, où brillaient ses prunelles claires. Elle ne gardera le noir que quelques années, et pour la fin de sa vie, certaines couleurs réapparaîtront dans sa garde-robe. Mais les guerres en Italie repartent de plus belle. Des opposants à Florence chagrinent les Médicis. François Ier partira pour mater la rébellion. Il sera blessé, mais pense-t-il sans trop d'importance. De retour en France, il décédera le 31 mars 1547, au château de Rambouillet, d'une septicémie associée à ses blessures ramenées de la guerre. Le roi est mort, vive le roi. Le jour de ses 28 ans, Henri deviendra donc officiellement le roi Henri II. Son frère aîné étant mort. Le roi dansera avec Diane. Sa favorite désormais deviendra intouchable. Son intelligence servira la stratégie pour le pays. Catherine de Médicis, jalouse comme une teigne, fera percer les murs pour mieux surveiller le roi. Un roi très peu hygiénique, dit-on. Se lavant que dans la rivière, comme un certain gueux, connu médiatiquement. De plus, on le dit stérile, avec une malformation indélicatement mal placée. Mais cela n'avait pas l'air d'affecter Diane, qui vivait son amour avec passion. Sa beauté légendaire interrogeait, car elle avait déjà un âge avancé. Son secret, la poudre d'or, qu'elle consommait journalièrement. Composition prescrite par son fidèle mage, Eusébia. Henri fera revenir Anne de Montmorency, qui était le grand connétable de son père, évincé de la cour. Cela ne plaira pas à Catherine de Médicis, car de Montmorency était réputé être très suspicieux envers les Italiens. Mais il était surtout un vieil ami de Diane. Par hasard, et ceci pendant sa période de grand connétable, un certain nombre de turbulents, dangereux pour le roi, se retrouveront avec la langue noire. Donc empoisonnés. Le roi Henri et Diane vivaient un amour parfait. En aucun moment la passion faiblissait entre ces deux êtres dans leur liaison. Le roi fit bâtir un château pour sa maîtresse en Pays de Loire. Construit en 1548, il sera un joyau de l'architecture de la Renaissance française. 10 ans viennent de s'écouler. Voici notre roi Henri avec sa femme, Catherine de Médicis, et leurs enfants. Une sorte de cohabitation s'est installée au fil du temps. Un genre de ménage à trois. Juste avant un important tournoi, de Montmorency alla trouver le roi au petit matin, lui enjoignant de ne pas participer aux joutes. Une cartomancienne de ses amis lui avait annoncé la mort du roi. Le roi ne tenut pas compte de cet avertissement, en répliquant que cela était des balivernes et autres fadaises de bohémiennes. Mais le malheur se produisit ce 30 juin 1559, lors du tournoi tenu rue Saint-Antoine à Paris, devant l'ancien hôtel des Tournelles. Le roi sera blessé d'un éclat de lance dans l'œil, par Gabriel de Montgomery, capitaine de sa garde écossaise. Le roi s'effondrera de son cheval. Amené au château, il décédera 10 jours plus tard. Diane restera à ses côtés jusqu'à son dernier souffle. Diane de Poitiers se retirera sur ses terres, à Annette. Elle ne prendra plus ses potions, et se laissera mourir en racontant son histoire à son confesseur. Son dernier songe sera le souvenir de son union avec Henri, qu'elle allait rejoindre maintenant. Catherine de Médicis vécut encore très longtemps. Elle verra passer encore quelques rois, comme ses fils. Elle vivra la Saint-Barthélemy, et le 5 janvier 1589, elle demandera à voir un confesseur, afin de recevoir les derniers sacrements.
Elle partira d'une pleurésie. Vous venez de voir Diane de Poitiers et son cœur pour un roi. Merci d'avoir suivi ce programme court. À très vite sur MLQ pour d'autres programmes tout aussi passionnants. Histopédia, l'encyclopédie historiographique. The Time Machine.